La dangerosité du virus de la Covid-19 sur les enfants et les adolescents est extrêmement relative. Si l'on se fie à l'étude américaine des centres de prévention et de lutte contre les maladies, la létalité parmi les plus jeunes est très faible. Pour les 0-19 ans, elle s'élève à 0,003%. Si l'usage d'un pass sanitaire pour ce public est entendu comme un instrument destiné à leur protection, permettez-moi de douter de son intérêt. Si l'usage du pass chez 12-18 ans est destiné à protéger le reste de la population de la transmission, alors je m'étonne que le gouvernement ne se pose pas sur la vaccination massive de la population pour éviter la contagion. Le retour d'un tel pass serait alors la preuve que toutes les politiques mises en œuvre jusqu'à présent n'ont servi à rien. L'injection de vaccins comme la pratique d'un test virologique ne sont pas des gestes anodins, notamment pour des populations jeunes et peu à risque. Cet amendement de repli entend élever à 18 ans l'obligation de se munir de tels documents contraignants. Je vous remercie. Oui, la restriction des libertés individuelles est en soi d'une gravité forte, car elle met à mal la première des valeurs de la République. Le législateur et l'exécutif devraient donc s'y attaquer qu'en tremblant. Or, il semble que finalement, ces privations sont devenues naturelles et évidentes. Et c'est évident que sans scier, on prive également nos enfants de cette liberté. Respecter les Français et les parents, c'est leur laisser prendre les décisions qui s'imposent pour leur enfant. Cet âge de 12 ans n'a aucun sens. Juridiquement, pourquoi cette limite? Pourquoi pas 13 ou 14? Et moralement, comment expliquer ce passage d'exigibilité dès que l'on a 12 ans? L'enfant est-il plus mûr? Est-il plus dangereux? Est-il plus à risque? Bref, cet amendement vise à exclure les mineurs, tous les mineurs, de ce dispositif. Voici venu le moment où nous parlons des enfants. Alors, est-ce que c'est pour dire qu'il faudrait à la rentrée des purificateurs d'air dans chaque classe? Non. Est-ce que c'est pour s'inquiéter de l'épidémie de dépression qui existe dans l'enfance et la jeunesse de ce pays, avec des multiplications par 3, par 4 du taux d'admission dans les urgences psychiatriques chez les mineurs dans ce pays? Non. On parle des enfants parce que, encore une fois, le gouvernement veut se laisser la possibilité de leur imposer un pass sanitaire et un pass vaccinal. Nous ne l'acceptons pas. Nous vous avons dit déjà sur tous les tons, avec maints arguments, que nous refusions l'idée même de vous déléguer le pouvoir en matière de pass sanitaire. Mais je vous en adjure, entendez que le pays, s'il peut entendre que dans un contexte de recrudescence épidémiologique, il puisse y avoir des mesures privatives de liberté, le pays n'accepte pas de vous confier aveuglément la possibilité de décider si les enfants doivent avoir un pass sanitaire ou pass vaccinal. Entendez-le. Soyez raisonnables, vous qui nous parlez de dialogue, de prise en compte des oppositions. Prenez en compte cet avis du pays. Ôtez de cet article, ôtez du champ d'application de l'article 2 les enfants. Laissez-les tranquilles. Et quand on s'en occupera pour mieux les traiter, les soigner et les protéger des dangers. Avec les restrictions sanitaires, la souffrance physique et psychologique des plus jeunes n'est pas un sentiment, c'est une réalité. La hausse des tentatives de suicide et la surcharge des hôpitaux psychiatriques chez les adolescents, ce n'est pas simplement une statistique. C'est la santé de la jeunesse de France qui est préoccupante en raison des restrictions de liberté. Alors j'ai du mal à comprendre comment peut-on apposer à nouveau par décret un pass sanitaire aux mineurs, même réduit dans son champ d'implication. La jeunesse a accepté d'être privée de lien social pendant les confinements. Bref, d'avoir une scolarité à distance, en présentiel par alternance, le fait de ne pas avoir une scolarité normale, un port du masque pendant des heures en cours et même dans les cours de récréation, une suspension même de leurs activités sportives. Cette jeunesse a accepté, elle n'a pas eu le choix, mais elle a souffert. Elle a vécu le climat anxiogène que vous leur avez imposé durement. Aujourd'hui, notre jeunesse peut légitimement demander un retour total à la normale. Les jeunes ne sont pas à risque vis-à-vis du Covid. En revanche, ils sont fragilisés par la disproportion de vos mesures générales et absolues pendant 2 ans. Et c'est au nom de ces jeunes plus fragiles face à la pression et aux restrictions Covid que nous leur devons de les exonérer de ce pass. Ce d'autant plus que M. Olivier Véran, le 10 juillet, disait « Parce que nous sommes un pays qui est vacciné, il n'y a pas de risque de saturation des hôpitaux. Laissons vivre et respirer notre jeunesse. » Monsieur le ministre,
Bien évidemment, les mineurs ont tellement souffert pendant ces 2 ans et demi qu'il serait élémentaire de leur épargner une nouvelle mesure de passe sanitaire. Et il est à rappeler quand même que le principe du vaccin, c'est la comparaison entre le bénéfice et le risque. Or, la balance bénéfice-risque n'est jamais favorable, car à l'exception de quelques cas exceptionnels de comorbidité ou de cas exceptionnels, ils ne sont pas à risque de forme grave. J'ajoute que si l'on regarde, et j'ai repris les études Pfizer, qui, pour des adolescents de 12 à 15 ans, a révélé 4 fois plus d'effets indésirables graves par rapport au groupe témoin, avec 0,6% de cas d'effets indésirables graves, soit 1 pour 167 vaccinés. Très important, il y a eu un effet indésirable grave entraînant l'arrêt de l'essai, et c'est Pfizer qui le dit. Et la mise en jeu du pronostic vital reconnu par le fabricant comme étant lié au vaccin, soit 1 cas sur 1131. Je vous rappelle que l'essai Pfizer a eu lieu que sur 1500 jeunes dans cet essai. Donc vraiment, est-ce qu'à un moment, on va pouvoir parler sereinement de ces choses et arrêter cette vaccination à outrance des jeunes, avec notamment les risques et les effets indésirables de myocardie, et concentrer le vaccin, si cela est nécessaire, sur les personnes fragiles. C'est élémentaire et je ne comprends pas comment même vous pouvez imaginer mettre en place ce pass sanitaire pour les mineurs. En matière de politique de santé publique, le rapport bénéfice-risque prévaut toujours. Aujourd'hui, nous nous inscrivons dans les pas de la Défenseure des droits qui a alerté en ce début d'année sur la pertinence de maintien d'un pass sanitaire pour les mineurs. Personne n'est moins à risque de forme grave et d'ores et déjà très majoritairement vacciné, plus de 80% des 12-17 ans. Il n'est plus pertinent aujourd'hui de le maintenir. Être vacciné n'empêche toujours pas de transmettre le virus et d'être contagieux. Le maintien d'un dispositif de contrôle sur une population en grande majorité vaccinée et qui n'est pas à risque n'est absolument pas pertinent. Au fond, cet amendement pose une question au gouvernement. Quelle est votre stratégie? Voulez-vous lutter contre le virus ou bien contre les cas graves? Si vous voulez lutter contre les cas graves, ce qui est la ligne du gouvernement depuis la sortie des différents confinements, alors il ne faut pas intégrer les mineurs à ces obligations vaccinales. Soyez cohérents. Alors, nous n'imposons rien, c'est toujours un cadre que nous fixons, il n'est ni général ni absolu. Il s'agit d'un cadre et pas d'un pass comme on a pu les connaître. Depuis plusieurs années que nous légiférons sur ce sujet, nous avons toujours eu à cœur, vous le savez, nous avons eu de nombreuses discussions, nous avons eu à cœur d'avoir un traitement particulier pour les mineurs. Nous connaissons leurs souffrances psychologiques en ces temps de confinement passés. Alors, à l'initiative d'ailleurs de notre président de commission, nous avions adopté des modalités particulières pour la vaccination des mineurs, faciliter cette vaccination d'ailleurs. Dans la discussion de la loi du 22 janvier 2022, nous avions aussi fait le choix de dispenser les mineurs de moins de 16 ans du pass vaccinal, donc pour qu'ils puissent avoir une vie sociale plus développée. Et puis, toujours avoir en tête tout de même que ces mineurs propagent le virus. Là-dessus, je pense qu'on peut s'entendre sur les faits scientifiques. Alors, on est en train de discuter de quoi pour finir? Donc, d'un régime qui permettrait... Je pense que vous prendrez la parole en temps voulu, madame. Je vais essayer de poursuivre, madame la présidente, malgré les cris. Alors, ce certificat que nous prévoyons peut se baser sur la vaccination, sur un test de dépistage et aussi un certificat de rétablissement. Et je vais quand même vous rappeler, parce qu'on est en train de noircir le tableau à gros traits, mais nos jeunes de 12 à 17 ans sont aujourd'hui extrêmement bien vaccinés. Pour eux, il s'agit d'une formalité si toutefois ce cadre-là devait s'appliquer. Je le dis encore, c'est un cadre, c'est pas quelque chose qui sera dans le dur tout de suite. J'ajoute que le dispositif européen dans lequel s'inscrit ce contrôle sanitaire est applicable à partir de 12 ans, donc par cohérence, il est assez logique de l'appliquer également. Et je vais vous dire quelque chose de très simple, soyons factuels. Un jeune Français qui va cet été, après le 31 juillet, en Belgique, en Grèce ou ailleurs, sera soumis à une demande de contrôle sanitaire par le pays qui l'accueille. Donc nous sommes vraiment en train de caricaturer ce dispositif. Voilà, et je voulais rajouter un dernier point, c'est que dans le décret d'application,
ça sera bien sûr au gouvernement d'expliquer exactement comment il appliquera la mesure sanitaire si toutefois il devait la décider. Donc ce sera à lui de décider si l'âge doit être modifié. En tout cas, c'est le cadre dans lequel on s'inscrit et nous donnons un avis défavorable à tous ces amendements. Vos amendements visent à reculer l'âge à compter duquel les individus sont astreints au pass frontière, actuellement fixé à 12 ans par le projet de loi. Vous proposez des âges différents, 13 ans, 16 ans, 18 ans, voire 21 ans. Toutefois, s'ils développent moins de formes graves et que la létalité est plus faible, ils meurent quand même, et je peux ici en témoigner. Tout autant que leurs aînés, les jeunes citoyens sont des vecteurs de la propagation du virus. Le taux d'incidence des 10-19 ans est aujourd'hui en forte hausse, de 144 pour 100 000 habitants durant la dernière semaine de mai. Il atteint 631 au cours de la semaine du 27 juin. Par ailleurs, les mineurs de plus de 12 ans peuvent tout à fait réaliser un examen de dépistage virologique, recevoir un certificat de rétablissement, disposer d'un statut vaccinal et son justificatif, dès lors que la vaccination leur est ouverte depuis le 15 juin 2021 et que l'Union européenne a autorisé pour ce public 2 vaccins. En outre, les mineurs âgés de 16 ans peuvent être vaccinés à leur seule demande, et ceux de 12 à 16 ans avec l'accord d'un seul parent. Sur ce point, comme sur les autres, il vous est proposé de proroger de quelques mois le pass frontière tel qu'il existe aujourd'hui depuis la loi du 31 mai 2021, avec les équilibres qui, vous vous en souvenez pour un grand nombre d'entre vous, ont été difficiles à trouver à la fin de la précédente législature, mais qui ont démontré leur efficacité. Nous sommes parvenus à une conciliation satisfaisante des intérêts en présence. Nous vous invitons à les conserver. Pour ces raisons, avis défavorable. Je me permets de réagir sur 3 points. J'entends Madame la rapporteure répéter sans arrêt, c'est un cadre. Et alors elle a eu une phrase extraordinaire. On n'est pas dans le dur tout de suite. Ça veut dire quoi? On n'est pas dans le dur tout de suite. Madame le rapporteur, ça veut dire que vous considérez le Parlement non pas comme le lieu où on vote, mais comme une sorte d'enceinte consultative. Voilà, où on donne un chèque en blanc pendant 6 mois. On n'est pas encore dans le dur, mais on aimerait voter. C'est ça la différence entre vous et nous. C'est que nous voulons voter parce que nous prenons nos responsabilités face aux Français. C'est le premier point. Deuxième point, je suis stupéfait d'entendre Monsieur le ministre, à la 7e vague, nous expliquer que les jeunes vont transmettre le virus. Parce que, bien évidemment, vaccinés, ils transmettent le virus. Et donc, si vous autorisez à franchir une frontière vaccinée sans test négatif, vous ne protégez rien du tout. Donc, c'est complètement incohérent. Et encore une fois, vous confondez la protection individuelle et la protection collective. Enfin, dernier point sur l'Union européenne. Madame le rapporteur nous répète sans cesse, vous ne pourrez pas partir en vacances. Mais je vous rappelle, Madame le rapporteur, que la plupart des pays d'Europe aujourd'hui ne mettent aucun contrôle en place. Alors, vous allez peut-être me répondre, mais c'est prévu pour la suite. Est-ce un engagement du président de la République dans un Conseil européen qui a déjà prévendu la loi qu'il voudrait nous voir voter aujourd'hui? Mais c'est fini ce temps-là. Et je le dis aux collègues, c'est très important que vous montriez aux Français que vous n'allez pas une nouvelle fois prendre en otage les enfants de 12 à 18 ans. Il faut absolument protéger notre jeunesse. Et quand j'entends, Madame le rapporteur, je vous écoute avec attention. Et quand je vous entends expliquer qu'en fait, c'est un cadre dans lequel le gouvernement décidera par décret l'âge auquel s'appliquera l'éventualité du pass sanitaire si besoin était pour les mineurs, les bras m'en tombent. Non, ce n'est pas au gouvernement de décider par décret l'âge auquel s'appliquera le pass sanitaire pour éventuellement les mineurs, 16 ans ou 12 ans ou 18 ans. Non, ce n'est pas au gouvernement, c'est au Parlement. Et le Parlement, c'est nous. Je suis désolée, Madame le rapporteur, mais c'est aux députés ici présents et aux sénateurs ensuite dans la navette de décider si le pass sanitaire, si besoin était de le remettre en service, s'il y avait besoin de le remettre en service, c'est au Parlement de décider
si le pass sanitaire doit s'appliquer à 12 ans, à 16 ans ou à 18 ans. Pour l'instant, les propositions que nous vous faisons, et ce sont des propositions auxquelles nous tenons fermement, les propositions que nous vous faisons, c'est effectivement de ne l'appliquer que pour les majeurs. Et j'ai déposé, comme 2 autres députés ici, un amendement de repli pour baisser l'âge, éventuellement, si vraiment vous n'acceptez pas à l'âge de 18 ans, de baisser l'âge à 16 ans. Il me semble que c'est typiquement de la prérogative des parlementaires ici présents. Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix les amendements identiques 77 et suivants. Pour 196, contre 183. Ce vote fait donc tomber les amendements. Nous reprenons. Avec notre rédaction, nous traitons sur un plan d'égalité les citoyens d'outre-mer et ceux de l'Hexagone. Car nos compatriotes d'outre-mer en ont plus que ras-le-bol, et nous avec, qu'il existe un traitement différencié entre eux et ceux de l'Hexagone. Notre collègue guyanais, David Riemann, a décrit la situation honteuse dans laquelle vous avez déjà placé nos compatriotes d'outre-mer avec votre système dans leur déplacement vers l'Hexagone et inversement. Nous ne voulons plus de cela et nous partageons leur ras-le-bol. Nous demandons donc une chose simple, faire respecter le mot central de notre devise nationale, l'égalité. C'est ce que propose notre rédaction, ce n'est pas ce que fait la vôtre. Votez avec nous ou assumez vos actes. Ministre, cet amendement vise tout simplement à rétablir l'égalité entre nos concitoyens, c'est-à-dire supprimer ce pass sanitaire infâme entre l'Hexagone, la Corse, entre l'Hexagone et les territoires ultramarins, parce qu'il n'y a pas 2 catégories de citoyens. Alors déjà, le pass sanitaire est totalement inutile, il ne protège en rien, c'est une fable, mais de surcroît, il discrimine, pourquoi ne pas employer le mot, nos compatriotes ultramarins. C'est inacceptable et j'insiste encore sur les 2 dernières années, cette cassure, ce mépris qu'il y a eu, notamment du précédent ministre de la Santé, M. Véran, à l'égard de nos compatriotes d'outre-mer, ce sentiment de ne pas avoir été respecté, alors même que des investissements indispensables publics dans ces territoires, ces départements qui sont la France, n'ont pas été menés. Alors de grâce, épargnez nos compatriotes d'outre-mer et si tant est qu'on puisse, comme pour les mineurs, avoir un peu de raison dans cet hémicycle, et il faudra vous habituer, la majorité, feu la majorité, à mettre en pratique les discours de Mme Borne, parce que j'ai le sentiment que Mme Borne voulait en pratique des compromis, mais quand il y a un vote qui n'est pas de votre avis, alors là, c'est pas un compromis, c'est une défaite en race campagne. Ces amendements visent à exempter les voyageurs se déplaçant depuis la Corse ou l'outre-mer à destination de l'Hexagone du dispositif du pass frontière. Cependant, le caractère insulaire de la plupart des outre-mer et la proximité de pays étrangers connaissant des situations sanitaires très diverses qui ont parfois donné lieu à l'apparition de nouveaux variants, Brésil, Afrique du Sud, nécessitent de permettre l'application de la mesure aux voyageurs en provenance des outre-mer à destination de l'Hexagone pour éviter une plus forte diffusion du virus. Le caractère très touristique de ces territoires, cas également de la Corse, et les brassages particuliers auxquels ils sont exposés sont aussi à prendre en compte. En outre, la symétrie que vous souhaitez remettre en cause entre les départs et les arrivées est présente dans le texte depuis l'introduction du pass frontière, sans que cela ait soulevé de difficultés particulières. Or, il est proposé de proroger ce dispositif à droit constant, sans revenir sur les équilibres existants. Et on sait que la mesure est aussi utile vers l'Hexagone pour limiter la diffusion de nouveaux variants. S'ajoute à cela une offre de soins plus restreinte, une couverture vaccinale souvent moindre qu'en métropole. Ces données justifient qu'un pass frontière puisse être rétabli dans l'éventualité d'émergence d'un variant sévère afin de protéger les populations ultramarines. Et je l'ai dit, la protection des populations ultramarines est une de mes priorités. Dans tous les cas, vous ne votez là qu'une habilitation à instaurer le pass là où il sera nécessaire. Pour ces raisons, avis défavorable.
pas casser cette ambiance enjouée type match de football, mais je voudrais tout de même rappeler qu'en début de cette semaine, nous avons compté en France la 150 millième victime du Covid et que nous en avons tous chez nos amis, dans nos familles, et que cela mériterait sans doute Chers collègues, Monsieur une autre Ribérotte a la attitude, parole. une autre manière de faire. Chers collègues, s'il vous plaît. Et je voudrais que nous ayons une pensée pour toutes ces victimes, pour toutes ces familles, pour tous ces amis que nous avons perdus dans cette pandémie, et nous n'avons pas encore terminé, hélas, cette situation complexe. Je voudrais, contrairement à beaucoup, souligner et remercier les Français pour leur effort, parce qu'ils ont fait des efforts considérables avec le confinement, avec la vaccination, avec le pass vaccinal, pour que nous n'ayons que ces 150 000 victimes, si j'ose dire, à comparer aux 1 200 000 victimes américaines, 2 fois plus si nous rapportons la population à la population française. Le Brésil, même chose, M. Bolsonaro, M. Trump. Des chiffres quasi inconnus en Russie et en Chine. Difficile à comparer. Par contre, des décès un peu moins nombreux en France qu'en Allemagne, c'est vrai, un peu plus en Italie, un peu plus en Espagne, et on peut le regretter. Mais je voulais rappeler cela, il n'est pas l'heure du bilan, il est l'heure de rappeler l'efficacité des mesures difficiles qui ont été mises en place, et il est bon aussi de remercier ces millions et ces millions de Français qui ont fait justement les efforts nécessaires pour que cette pandémie soit maîtrisée là où dans d'autres pays, hélas, ce ne fait pas le cas. Certaines interventions comme celle qui vient de se produire sont objectivement navrantes. En réalité, il s'agit de quoi? Il s'agit, et on apprend aujourd'hui par la bouche de la rapporteure du ministre, que le pass sanitaire a été instauré, notamment dans les Outre-mer, pour nous protéger. En réalité, ce que vous faites, vous stigmatisez ces populations. Vous n'avez pas arrêté de les mépriser, de les humilier. On a laissé mourir. Vous avez pris 5 semaines pour nous envoyer de l'oxygène et 3 jours pour nous envoyer le GIGN. Et à travers vos arguments, vous réveillez quelque part la mémoire d'Aimé Césaire qui disait sur ces mêmes bancs, dans ce même hémicycle, sommes-nous, nous des Outre-mer, sommes-nous des Français à part entière ou des Français entièrement à part? La question est posée. Merci, monsieur le député. Permettez-moi aussi de m'étonner que derrière la volonté de faire adopter un amendement favorable aux Outre-mer, la France insoumise nous démontre ce soir ses relents de nationalisme. Parce que la rédaction de cet amendement, c'est clairement cela. C'est bien pour cela que nous ne soutiendrons pas cet amendement et que nous soutiendrons un amendement qui consiste à considérer que les élus ici de leur territoire sont responsables et que le mieux, notamment concernant les Outre-mer, c'est de demander aux élus issus des Outre-mer, des collectivités locales et des parlementaires de contribuer à la décision qui les concerne. C'est cela que nous proposons, c'est cela que nous soutiendrons tout à l'heure. Ce ne sont pas des relents de nationalisme contenus dans l'abonnement de la France insoumise. Les Français qui nous regardent, s'il vous plaît, les Français qui nous regardent doivent être outrés de voir un parlementaire instrumentaliser la mort
de 150 000 de nos concitoyens. Car, vous le savez, monsieur le député, on pourrait aussi dire que quand un gouvernement a laissé détruire des masques, quand un gouvernement a administré du Rivotril dans les maisons de retraite, quand un gouvernement a été incapable pendant des mois de gérer cette crise sanitaire, il a aussi des morts sur la conscience. Alors vous savez, ne nous renvoyons pas les morts des uns ou des autres. C'est un drame. Mais l'enjeu, c'est d'apporter des réponses précises, concrètes. Or, vous le savez, ce pass sanitaire est une passoire, ne sert à rien, est contre-productif, ne protège pas. Alors, pourquoi continuer alors que nos concitoyens ont besoin de lits, ont besoin de soins précoces, ont besoin d'une analyse objective des vaccins, de ces injections, de leurs bénéfices-risques en fonction des catégories d'âge, ont besoin de savoir ce qui s'est passé. Et en l'occurrence, personne n'a intérêt à diviser la communauté nationale. Et cela n'a rien à voir avec du nationalisme que de considérer les ultramarins comme des Français à part entière. Je ne vois absolument pas en quoi c'est du nationalisme. Je vous ai dit tout à l'heure que je serais particulièrement attentif à la situation des Outre-mer. Ce n'est pas une lubie de ma part. C'est parce que, et vous le savez certainement, j'ai très activement participé à l'évacuation de nos concitoyens des Outre-mer par les ponts aériens que nous avons mis en place dans le cadre du Covid. Près de 150 de nos concitoyens de Mayotte, de la Réunion, de la Guadeloupe, des Antilles, de Guyane et de Polynésie, on peut bénéficier de ces évacuations qui leur ont sauvé la vie. Donc je serai toujours là pour protéger les Outre-mer, protéger leur système de santé qui est notre système de santé et leur permettre d'avoir les mêmes chances que les citoyens de l'Hexagone. C'est pour ça que nous devons impérativement protéger les îles. On l'a dit tout à l'heure, je vais pas revenir dessus, ils sont à proximité d'autres pays, il y a des brassages touristiques. Il est indispensable, d'une part, que nous les protégions de nous et que nous nous protégions de façon réciproque. Parce que c'est comme ça que le virus circule, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, dire tout ce que vous voulez. C'est comme ça que nous réussirons à protéger les Outre-mer. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 117 pour 169 contre 229. Nous votons à main levée l'amendement numéro 173. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. L'amendement numéro 169. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Je suis inquiète de constater que les Français ne soient pas tous traités également. En l'occurrence, certains corps de métier feront l'objet, comme ce fut le cas pendant l'état d'urgence, de restrictions personnalisées en raison de leur profession. Or, cette exception ouvre une brèche inquiétante en droit du travail. Elle ouvre la possibilité pour l'employeur de bénéficier d'un droit de regard sur le statut médical de son employé. Si de telles insinuations dans la vie des employés peuvent être faites, il n'est pas assuré que demain, un employeur ne puisse licencier un salarié atteint d'une autre pathologie. C'est pourquoi mon amendement propose de supprimer l'injonction faite au personnel intervenant dans les services de transport. Je vous remercie. Lui permettre d'y voir plus clair sur sa position concernant la réintégration des personnels, et pas seulement les soignants, mais des personnels qui sont exclus pour ne pas avoir respecté l'obligation vaccinale. Voilà, ça fait partie des questions que l'on souhaitait aborder avec des amendements qui ont été déclarés irrecevables, ou 45 pour certains, ou article 40 pour d'autres. Et on voudrait, Monsieur le Ministre, connaître un peu plus complètement votre position, au-delà d'un revers un peu de main cet après-midi aux questions au gouvernement. C'est important. Le moment est au débat, mais le moment est aussi à l'ouverture. Et nous avons besoin, à ce stade de nos débats, de connaître votre position. Nous sommes de nombreux groupes à souhaiter
qu'il y ait un regard, qu'il y ait une ouverture et que l'on cesse d'ostraciser celles et ceux qui ont fait des choix différents, sans doute compliqués du reste, parfois incompris, j'en conviens. Il ne s'agit pas non plus de maltraiter 99% des soignants ou d'autres professions qui ont respecté les règles du jeu, c'est-à-dire le jeu légal, c'est-à-dire la loi, mais enfin, à ce stade, alors que beaucoup ont payé par l'absence de traitement et un statut juridique bancal, je dirais même du non-droit, qu'on puisse être éclairé. C'est le moment, nous vous attendons avec impatience. Monsieur le député, merci pour cette question qui va me permettre effectivement de vous exposer mon point de vue, ma méthodologie, celle que je compte suivre par rapport à cette question compliquée, je l'avoue, des soignants non vaccinés. Je ne reviendrai pas sur le fait que nous sommes en pleine 7e vague, avec de nouveau une accélération, que la majorité des soignants, je vous l'ai dit aujourd'hui, à plus de 99% sont vaccinés, que cela représente relativement peu d'infirmières, je vous disais 500 sur les 263 000 dans le service public hospitalier. Toutefois, j'entends les questionnements sur de nombreux bancs, et je peux donc vous donner cette méthode de travail. Nous devons avant tout nous appuyer, et c'est un médecin qui vous le dit, sur la rationalité scientifique. Sur le plan de la méthode, je consulterai donc dans les prochains jours les autorités scientifiques et éthiques, en particulier la Haute Autorité de Santé, tel que c'est prévu par la loi, et le Comité consultatif national d'éthique. À la lumière de leurs avis, je réunirai les syndicats pour leur présenter ce point de vue et nous travaillerons ensemble pour apporter une réponse claire, objective, argumentée auprès de vous sur cette question. Vous voulez donc dire, Monsieur le ministre, dans les prochains jours, c'est-à-dire avant le débat, les débats au Sénat, qui permettront, le cas échéant, d'intégrer peut-être par amendement gouvernemental des éléments de réintégration, ou c'est un peu plus sine die? Ce point a son importance parce que ça veut dire qu'éventuellement, ce soir, nous pourrions acter, si la majorité le décidait, acter cette façon de travailler, le calendrier que vous nous proposez. Sinon, ça renverrait de fait au calendrier grec. Donc c'est important la réponse que vous pourrez apporter. Je vais appuyer la question qui vient d'être posée à l'instant, parce qu'il y a une question de précision dans ce que vous venez de dire, Monsieur le ministre, sur lequel nous devons savoir si vous serez prêt peut-être pour la 10e vague du Covid ou si ces décisions arrivent bientôt. Par ailleurs, je vous alerte, Monsieur le ministre, sur le fait que vous nous avez dit que cela reposait sur des faits scientifiques. C'est faux. C'est faux parce que lorsque vous regardez, je vais vous prendre un exemple très simple. Lorsque vous regardez l'exemple des soignants, qui donc ont perdu leur travail car non vaccinés. Comme nous manquions de soignants, nous avons décidé, vous avez décidé, que des soignants positifs au Covid avaient le droit devaient continuer à aller travailler, pendant que des soignants négatifs au Covid qui n'étaient pas vaccinés n'avaient eux pas le droit d'aller travailler. De même que les pompiers qui étaient non vaccinés n'avaient pas le droit d'aller travailler, mais lorsqu'ils étaient réquisitionnés parce que nous manquions de pompiers, alors là, ils avaient le droit d'aller travailler. Donc cela ne repose sur aucun fait scientifique, Monsieur le ministre, si ce n'est que des familles se retrouvent aujourd'hui dans des situations d'une précarité absolue, avec des fiches de paie à 0 € et ne savent pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir refaire le métier qu'ils ont choisi, d'abord et avant tout pour prendre soin des autres. Merci Madame la Présidente. Mais vous comprendrez, et comme je vous l'ai dit, que je suis soumis, ou en tout cas je me plierai à l'avis de ces autorités scientifiques. Je pense que l'avis reviendra dans les plus brefs délais, mais quoi qu'il en soit, je tiens à préciser que déjà, dans le cadre législatif, on peut lever l'obligation vaccinale par décret. Donc cet avis sera rendu, sera diffusé, vous sera présenté. Il vous appartiendra, au vu de cet avis et de l'avis des organisations syndicales, de prendre la décision qui vous semblera la plus judicieuse. Le ministre, je mets donc aux voix l'amendement numéro 79. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Amendement numéro 160. Monsieur Le Fur. Moi, je défendrai cet amendement qui a pour but de rendre les choses extrêmement précises.
3 conditions sont posées. Il s'agit de bien préciser qu'il s'agit de conditions alternatives et non pas cumulatives. Je ne veux pas faire de procès d'intention à l'égard des rédacteurs de l'article, mais autant être précis. J'utilise le temps de parole qui m'est donné également pour revenir au débat qui a été très justement introduit par notre collègue Gosselin. Pour moi, le problème majeur de ce texte, ce n'est pas simplement ce qui est dedans, qui peut poser des problèmes, mais également ce qui n'y est pas. Et ce texte, en l'état, n'aborde absolument pas la question des professionnels qui ont été sanctionnés pour défaut de vaccination. Ça vaut pour des soignants, mais ça vaut aussi pour des non-soignants, pompiers, gendarmes. On n'a pas parlé des gendarmes. Dans le département qui est le mien, 9 gendarmes, dont 3 dans la brigade de Lamballe que je connais bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des cocottes en papier puisqu'on les a isolés dans un bureau et ils ne sont plus sur le terrain. Ces gendarmes qui ne sont plus sur le terrain, ces infirmières qui ne soignent plus, à un moment où on a besoin d'un service public efficace et présent, c'est un drame national. Donc c'est cela le sujet. C'est ça notre sujet et c'est pour ça que nous sommes tenus par un calendrier exigeant, Monsieur le Ministre. Un calendrier exigeant. Vous nous dites on va consulter 15 comités Théodule. Nous souhaitons que très rapidement des décisions soient prises. On peut parfaitement admettre que cette évolution intervienne au moment du débat au Sénat. Je veux bien l'admettre. Mais en tout état de cause, il faut que ces dispositions soient dans ce texte, pas dans un autre texte qui interviendra on ne sait quand. Dans ce texte. Et nous n'admettons pas que ces dispositions soient prises par décret. Nous considérons que c'est à la représentation nationale, et je parle à l'ensemble de mes collègues, quels que soient les bancs auxquels ils appartiennent, c'est à la représentation nationale de prendre ces dispositions. Il faut les prendre pourquoi? Initialement, on pensait que le vaccin allait arrêter la transmission. Et c'était assez logique d'imposer ce genre de choses. Le vaccin n'a pas arrêté la transmission. C'est une réalité objective. Il a très vraisemblablement atténué les effets de la maladie, mais il n'a pas arrêté la transmission. Donc la décision de se faire vacciner n'est plus qu'une décision individuelle. Elle n'a plus la logique altruiste qui initialement pouvait être mise en avant. Elle n'a plus cette logique-là. Moralité, il faut s'en tenir à cette décision individuelle et il faut surtout éviter ce gâchis. Quand j'ai des chefs de service qui me disent ceux qui ne se sont pas fait vacciner et celles qui ne sont plus là, parce que ce sont essentiellement des femmes, c'était bien souvent les meilleurs, il y a quand même un sujet. Il y a quand même un sujet. Donc mes chers collègues, moi je souhaite que nous évoluions et j'attends de vous un calendrier précis avec des jours précis. Il y a un cadre européen et on s'inscrit dans ce cadre européen, c'est bien exactement comme ça qu'on l'entend et le cadre européen prévoit cela. Après je voudrais juste vous dire pourquoi on a besoin de cette souplesse. Pourquoi on a besoin de cette souplesse? Tout simplement parce qu'on peut imaginer l'apparition d'un nouveau variant localisé très précisément quelque part, dangereux, à l'étranger. Vous pouvez huer les amis, mais les collègues, je réponds à l'amendement. On peut tout à fait l'imaginer, on n'est pas encore sorti de toutes les surprises avec ce Covid. Et donc il faudrait peut-être, dans certains cas, avoir recours à un test PCR obligatoirement. Donc moi, je dis un avis défavorable et j'aurais préféré que vous le retiriez, Monsieur Le Fur. Le cumul de preuves dans le pass frontière est possible depuis le début dans la loi. Il est particulièrement utile dans les pays qu'on identifie en rouge pour permettre d'avoir non seulement le fait de la protection, mais également le fait de la non-contamination immédiate. D'ailleurs, c'est ce que vous disiez dans vos débats depuis hier déjà. Il n'est donc pas opportun de revenir sur ce point alors que le projet de loi se borne simplement à prolonger à droit constant le pass frontière. Pour cela, avis défavorable. Madame la Présidente, depuis hier, on m'accuse de faire des procès d'intention au gouvernement. Notre collègue Le Fur vient à l'instant, tout en se gardant de faire justement un procès d'intention, vient d'obtenir une révélation de la part de Madame la rapporteure qui doit tous nous inquiéter. Depuis hier, on n'arrête pas de dire que le périmètre de la délégation de pouvoir que nous accordons, nous, les députés, au gouvernement est trop large, est trop vague géographiquement et aussi sur l'étendue des mesures de restriction. Et quand on leur pose des questions de clarification, c'est pire. Ils nous disent mais non, justement, on a besoin de faire tout ce qu'on veut, on doit pouvoir rajouter et passe vaccinal, et PCR et tout ce que vous voulez. Donc, mes chers collègues,
c'est inquiétant. Et je vous dis, nous devons nous en rappeler au moment où nous allons voter pour ou contre cet article 2. Car en définitive, malgré toutes les mains tendues que nous donnons au gouvernement, que ce soit sur la question des mineurs, que ce soit sur la question du périmètre géographique, à chaque fois on nous ferme la porte au nez et le gouvernement persiste à dire que c'est eux et eux tout seuls qui veulent décider de tout. Donc, mes chers collègues, écoutez bien, car vous êtes observés. Moi, je vous engage à ne pas rentrer dans vos circonscriptions en ayant laissé toute latitude à ces personnes qui sont que dans l'autocongratulation, malgré les échecs patents de leur gestion de la Covid depuis 2 années. Je mets donc aux voix l'amendement numéro 160. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Monsieur le député, alors que une grande partie de la population a fait l'effort d'être vaccinée, vous êtes en train de leur dire que le vaccin ne leur permettrait pas de voyager. Vous jetez le discrédit à nouveau sur le vaccin. C'est pour ça que le statut vaccinal peut être aussi un des éléments que le gouvernement pourrait demander dans le cas de cette mise en place du contrôle sanitaire. Avis défavorable. Monsieur le député, le passe frontière a pour objectif de permettre la circulation des personnes entre les pays en limitant les facteurs de propagation du virus. Les 3 catégories d'attestation retenues par le projet de loi, résultats de test, vaccination et rétablissement, sont en cohérence, ça a été dit, avec la réglementation européenne sur le certificat Covid numérique et l'avis rendu par le Conseil scientifique du 23 juin 2022, qui a estimé que cette mesure est proportionnée. La vaccination, comme le rétablissement à une contamination à la Covid-19, garantit que les citoyens concernés ont développé une immunité qui réduit le risque de transmettre le virus et de développer une forme grave. Ils sont moins contaminants. Ils sont moins susceptibles de faire circuler la Covid-19 et de faire peser une charge sur le système de santé du fait d'hospitalisation et de réanimation. Et il est vrai, monsieur le député, que parfois, dans les cas les plus compliqués, la ceinture et les bretelles, c'est utile. Pour ces raisons, avis défavorable. Donc, monsieur le ministre, moi je vous trouve à l'écoute. Ça nous change de monsieur Véran. On avait eu l'habitude de monsieur Véran pendant un certain temps. De sa suffisance. De ses insuffisances également. Hein. On a connu tout ça. On a connu tout ça. Je le dis pour les nouveaux. Je le dis pour les nouveaux qui ne l'ont peut-être pas connu complètement. Hein. Donc maintenant, c'est fini, monsieur Véran. Et il faut que la majorité adopte la même attitude. Monsieur Rebeyrotte, ne recommencez plus ce que vous avez fait tout à l'heure. Hein. C'était pas beau, ça, monsieur Rebeyrotte. Hein. C'était pas beau du tout. Hein. Alors, monsieur... Collègue Le Fur, ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'on n'interpelle pas ses collègues dans cet hémicycle, s'il vous plaît. Alors, c'est la première fois que j'entends dire que c'est pas beau, c'est pas gentil. Mais bon... Mais il y a de nouvelles règles dans cet hémicycle, j'ai bien compris. Donc, moralité, monsieur le ministre, j'attends de vous des réponses précises. Monsieur le député, vous voulez des réponses claires. Je vais essayer de vous les donner. Je ne vous répondrai donc pas sur la forme, savoir que c'était déjà dans la loi, etc., mais sur le fond. La vaccination, on est d'accord, protège contre les formes graves, ne protège pas forcément sur la capacité que l'on peut avoir à contaminer quelqu'un d'autre. A fortiori, lors de l'apparition de variants nouveaux, effectivement, ce pouvoir de contamination est beaucoup plus faible grâce à la vaccination, mais il peut y avoir un risque. De la même façon, les tests, qui sont antigéniques ou PCR, même s'ils sont très valables, ne sont pas valables à 100%. Et il y a toujours un risque de faux négatifs, de faux positifs. Dans le cadre d'un variant particulier émergent dans un pays proche ou pas proche, il y en a quelques-uns qui sont en train d'être surveillés actuellement à travers le monde, en particulier le BA275. Donc dans le cadre de ces variants, on peut tout à fait imaginer, il faut même imaginer, qu'un variant particulièrement dangereux, on exige ponctuellement 2 éléments, la vaccination et le test, ce qui diminue de façon extrêmement importante le risque de positivité et donc la diffusion du virus. C'est bien sûr quelque chose qui pourrait être décidé de façon ponctuelle, de façon transparente, sur avis des autorités scientifiques, mais gardons-nous cette possibilité,
Vraiment, je vous en conjure, c'est essentiel en cas d'apparition d'un variant particulièrement dangereux. Et je voudrais qu'il m'explique quels sont les variants qui, depuis le début de l'épidémie, ont pu être bloqués de par le monde avec sa méthode. Parce que si Monsieur le ministre nous disait ça en 2020 ou début 2021, ou même juin 2021, on pourrait dire peut-être qu'on n'a pas le recul nécessaire. Mais quand je vois le nombre de variants qui sont passés et qui ont traversé le monde, traversé les régions, vaccinés, pas vaccinés, quelles que soient les situations, je me dis que j'ai l'impression d'entendre les fiches que lisait M. Véran. Alors je suggère peut-être aux conseillers ministériels de changer à mesure que passe le temps les argumentations, parce que cette argumentation, franchement, expliquez-moi, Monsieur le ministre, il y a un variant, peut-être je suis ignorant, il y a un variant qui a été bloqué dans un territoire d'outre-mer, dans un département, dans un pays, grâce à ces mesures-là. Expliquez-moi, je n'ai pas le sentiment. Monsieur Neuder. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je voudrais juste vous interpeller par rapport à vos derniers propos concernant la cohérence et de revenir sur la question notamment des personnels. On sait très bien la pénurie que nous avons dans nos hôpitaux actuellement, puisque nous demandons à nos personnels qui sont positifs Covid avec peu de symptômes de revenir travailler. Donc je pense que dans nos hôpitaux, il y a aussi des personnels qui sont administratifs, qui sont dans des bureaux qui font de la coordination et qui n'ont aucun contact avec des patients. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des mesures de bon sens qui nous permettraient de passer l'été dans de meilleures conditions pour faire revenir dans nos hôpitaux, dans les établissements, dans les EHPAD, les personnels administratifs, les personnels soignants qui ne sont pas en contact avec des patients graves ou qui peuvent l'être. Monsieur le ministre, écoutez, on a eu plusieurs aveux. Vous nous dites que le vaccin n'empêche pas la contamination et en même temps, vous nous dites vous n'êtes pas d'accord pour le fait que nous fassions la seule chose qui permet de savoir si oui ou non une personne est contaminée et si oui ou non elle va transmettre le virus à quelqu'un, à savoir tester. On ne comprend pas pourquoi vous ne voulez pas que ce test puisse servir seul pour se déplacer. C'est bien lui et lui seul qui permet de savoir si oui ou non une personne est contaminée ou pas par le Covid. Donc ce test seul peut suffire. Vous nous parlez des faux négatifs, très bien. Mais en attendant, si vous n'avez pas de test, vous ne savez pas si une personne est contaminée ou non. Et donc un vaccin ou un pass sanitaire n'est pas efficace pour savoir si oui ou non une personne va transmettre le virus ailleurs. Voilà. Et donc, l'amendement qui est proposé ici nous permet de clarifier cette situation-là, de faire donc du test un des outils pour savoir si oui ou non une personne est contaminée. Et je vous rappelle que si vous le rendiez gratuit, ça permettrait à tout le monde d'y avoir accès plus facilement. Merci. Je mets donc aux voix l'amendement numéro 159 qui a reçu un avis défavorable, Commission et Gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? On va faire un assis debout, s'il vous plaît. Qui est pour ? Merci. Qui est contre ?
L'amendement est adopté. À mon tour, Monsieur le Ministre, de vous offrir une possibilité de corriger une erreur de votre prédécesseur, Monsieur Véran, lors du débat sur le pass vaccinal. Il m'opposait l'argument de dire que, une sérologie très élevée n'était pas équivalente à la protection du vaccin. On a depuis un certain recul, notamment sur l'étude du CHU de Toulouse, qui nous dit qu'à partir d'un niveau d'immunité à 1700, en ce qui concerne la sérologie, non seulement il n'y a absolument aucune chance, 0%, de faire une forme grave, mais qu'en plus, ils n'ont constaté à ce seuil d'immunité aucune contamination. Personne n'est devenu positif. Alors, ce que je propose au travers de cet amendement, c'est qu'une sérologie de cet ordre-là, à hauteur de 1700, ce qui est déjà très confortable, permette de surseoir au dispositif de passe sanitaire. Donc, nous avons ici des amendements qui tranchent un sujet que la science elle-même n'a pas encore tranché. Félicitations. Alors moi, j'entends que vous vouliez qu'on avance sur des critères objectifs, mais on a... Oui, monsieur, pas de souci sur l'humilité, vous inquiétez pas, tout va bien. La communauté scientifique n'a pas tranché ce débat. D'autant que le taux d'anticorps n'est pas nécessairement lié au degré de protection vis-à-vis du virus. Moi, j'écoute les scientifiques. Ce sera donc un avis défavorable. Ces deux amendements visent à octroyer le bénéfice du passe frontière aux personnes justifiant d'une sérologie positive supérieure à un certain seuil. Toutefois, les tests dits sérologiques permettent, grâce à une prise de sang, de conclure qu'une personne a été infectée par la Covid-19 et qu'elle a développé des anticorps. La portée de ces résultats dans les différentes études scientifiques reste pour l'instant discutée. À ce stade, il n'apparaît donc pas raisonnable de faire des tests sérologiques un mode de preuve équivalent au justificatif de statut vaccinal, au résultat négatif d'un test ou au certificat de rétablissement. Pour ces raisons, défavorable. Il y a un vrai paradoxe, Monsieur le Ministre, parce qu'en réalité, ce dont nous sommes en train de débattre, c'est de dire que dans un certain nombre de cas, et vous-même, vous venez de le reconnaître il y a quelques instants, ici même au banc, en disant que quelqu'un qui, tout en étant vacciné, pouvait transmettre le virus. En fait, les études dont il est fait état sont des études qui montrent que lorsque quelqu'un a un taux d'anticorps extrêmement élevé, la probabilité de transmettre le virus tend vers 0, pour ne pas dire est nulle. Et donc, Monsieur le Ministre, la question c'est bien celle-là. Vous semblez vouloir l'éluder, et là, il n'y a pas de débat scientifique, parce qu'en réalité, ce que disent les scientifiques, c'est que lorsque le taux d'anticorps est élevé, le risque de transmission n'existe pas, alors que justement, vous avez des situations où les gens sont vaccinés et continuent de transmettre. Donc votre réponse est très paradoxale, à la fois celle de la rapporteure et la vôtre, Monsieur le Ministre. Et encore une fois, entre le moment où Monsieur Véran, il y a maintenant quelques mois, avait répondu et aujourd'hui, de nouveaux travaux scientifiques sont intervenus et vous faites comme si il ne s'était rien passé. Donc encore une fois, nous aimerions vraiment vous entendre. Pourquoi, malgré un certain nombre de travaux scientifiques extrêmement probants sur cette question, vous les négligez? Concernant les problèmes des sérologies, je vous confirme que les autorités scientifiques nous affirment qu'il n'y a pas de consensus actuellement sur ce point et donc nous suivons, comme depuis le début d'ailleurs, leur avis. Et Madame Garrido, concernant les frontières, c'est très certainement par ma faute un abus de langage. On parle de frontières comme de limites, mais le texte de loi est bien précis en ce qui concerne l'Hexagone. Donc frontières comme frontières entre départements, frontières entre différentes régions, c'est pour faciliter le dialogue. Le ministre, amendement numéro 10. Monsieur Breton. Oui, merci Madame la Présidente. Il s'agit effectivement de clarifier la durée de validité des certificats de rétablissement. Au départ, ils avaient une durée de 6 mois. Depuis le mois de février de cette année, ils ont une durée de 4 mois. Il est à noter que la durée européenne, même s'il ne faut pas que nous soyons soumis à tout ce qui se fait au niveau européen, mais est de 6 mois. Donc c'est pour ça que nous vous proposons que ces certificats de rétablissement soient dorénavant pour une durée de 6 mois, ce qui permettra effectivement d'avoir une position claire sur ce sujet. Je vous remercie. Il faut être clair, Monsieur le Ministre. Dans un texte, il faut être clair, on ne doit pas rester
dans l'indétermination et nous considérons qu'à partir du moment où il y a un certificat de rétablissement, il faut que nous connaissions la durée de validité pour ceux qui en seraient titulaires, pour voyager, etc. La durée que nous vous proposons, c'est 6 mois. Je crois que c'est une réalité européenne. Donc, il me semble qu'on devrait pouvoir se mettre tous d'accord là-dessus. C'est un amendement d'appel en réalité afin d'éclaircir une situation qui ne l'est pas, puisque les certificats de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19 étaient à l'origine valables pour 6 mois. Et afin de durcir la politique vaccinale, ce délai avait été réduit à 4 mois, mais sans raison scientifique apparemment valable. Et donc cet amendement a pour but d'éclaircir la situation, d'éclaircir la durée de validité du dit certificat à l'aune de la situation de nos voisins européens en proposant une durée de 6 mois. Je vous remercie, Madame la Présidente. Alors, comme je le disais, je vais vous rassurer, ces amendements sont entièrement satisfaits puisque conformément à la réglementation européenne, la durée de validité du certificat de rétablissement est bien de 6 mois dans le cadre de ce certificat sanitaire qui serait applicable à nos grands déplacements. C'est écrit dans le 3 bulles de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021. Je vous demanderai donc de les retirer. À défaut, je déposerai un avis défavorable. Vos amendements tendent à porter à 6 mois au lieu de 4 mois la durée de validité du certificat de rétablissement. Le règlement européen fixant à 180 jours au maximum, donc 6 mois, après la date du premier résultat de test positif, la durée du certificat de rétablissement. C'est un plafond pour tenir compte de la diversité des pratiques des États européens et non une durée sur laquelle nous devrions nous aligner. En tout état de cause, la durée de validité du certificat est une question avant tout scientifique. Elle peut être évolutive, comme on l'a déjà constaté. Il n'est donc pas opportun de fixer au niveau législatif une durée fixe qui nous priverait de la souplesse nécessaire pour s'adapter aux évolutions des connaissances scientifiques traduites par les recommandations de la Haute Autorité de Santé compétente en ce domaine. Au demeurant, Mesdames et Messieurs les députés, je précise que la règle aujourd'hui en vigueur, fixée après avis HAS, est bien celle d'un certificat de rétablissement valable 6 mois dans le pass frontière. Nous maintiendrons cette règle autant que possible en fonction du contexte et des connaissances scientifiques. Mais je le répète, il faut se méfier des variants et toujours être humble devant cette épidémie. Il n'est pas opportun de fixer cela de manière rigide dans la loi et nous laissons aux scientifiques la possibilité de nous éclairer en fonction de l'évolution de l'épidémie. Pour ces raisons, avis défavorable. Monsieur le ministre, depuis quelques amendements, vous vous retranchez derrière des avis scientifiques pour justifier vos décisions parfois aléatoires. Je note et je lis le quotidien du médecin que vous devez sans doute connaître et qui enregistrait le 5 janvier qu'au journal officiel était actée la démission du professeur François Alla du Haut Conseil à la santé publique. Il était vice-président de la commission des maladies chroniques de ce fameux HCSP et il est interviewé donc par le quotidien du médecin et on lui demandait pourquoi. Et il jugeait que les expertises des scientifiques de ce Haut Conseil étaient dévoyées par les politiques, c'est-à-dire qu'on leur faisait dire en gros un petit peu ce qu'on voulait a posteriori. Et l'interview dit, par ailleurs, puisqu'il parle de l'aide à la décision qui était soi-disant attendue du Haut Conseil, et monsieur François Alla, le professeur François Alla, dit cette aide à la décision s'est transformée en service après-vente des décisions qui étaient déjà prises en amont. Donc s'il vous plaît, arrêtez de nous faire croire que les avis scientifiques ont une quelconque valeur pour justifier vos décisions, qui sont des décisions purement politiques et arbitraires. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre collègue, le professeur François Alla. C'est un point assez sensible. Je note que les propos tenus par Madame la rapporteure et par Monsieur le ministre sont très différents. Madame la rapporteure nous explique 6 mois, c'est fait, il n'y a pas de sujet, etc. Monsieur le ministre nous dit 6 mois, 4 mois, etc., etc. Nous voulons que ce soit inscrit dans la loi afin que les choses soient claires. Madame la rapporteure, vous nous dites le problème est résolu, c'est inscrit dans un décret que vous... Mais nous, il y a une hiérarchie des normes de droit. Et la loi est supérieure au décret. Ce sont des évidences qu'il faut quand même rappeler. C'est pour ça que nous souhaitons que la loi le dise explicitement. Cette question, elle n'est pas simplement théorique, elle est extrêmement pratique. Je prends quelqu'un qui a ce certificat depuis avril, qui veut partir en Corse, outre-mer, à l'étranger, je ne sais où. Pourra-t-il partir? Pourra-t-il revenir? Ce sont des questions que les familles vont se poser.
Alors, nous devons répondre aux questions que les familles se posent. On est d'accord là-dessus. On n'est pas là pour faire des textes théoriques. Donc, moi, je souhaite que l'on sache, que l'on puisse dire à nos familles, ça vaut pour chacune des circonscriptions qui sont ici représentées, que l'on puisse dire clairement aux familles si le certificat qui est daté d'avril, de mai, etc., sera valable en août ou en septembre, quand ces personnes voudront voyager. C'est aussi simple que ça. À un moment donné, il faut être clair. Je me souviens des débats précédents. Monsieur Véran n'avait jamais voulu nous répondre à ma question sur l'affaire des 4 mois. Et là, vous nous dites 6 mois peut-être, 4 mois peut-être, on ne sait pas, on verra. Je vous rappelle qu'en Suisse, le certificat de rétablissement est pour une durée bien supérieure à 6 mois. Ça a été 1 an et je crois que ça a été rétabli à 9 mois. Il faudra vérifier. Donc cela veut bien dire qu'il y a une vision à géométrie variable. Et je ne vois pas pourquoi on ne fixerait pas, comme l'a dit notre collègue Le Fur, dans la loi, au minimum, ces 6 mois qui sont une protection pour nos concitoyens pour éviter de nouvelles démarches. D'une manière générale, toutes ces discussions montrent que cette usine à gaz du pass sanitaire est bien évidemment superflue, mais puisqu'on en est à des amendements de repli, déjà si on pouvait gagner quelques mois, ce serait bien. L'inscrire dans les lois, ça ne règle pas tout à fait la question que vous avez posée, monsieur Le Fur, et qui est assez juste, sur la question des 6 mois pour les vacanciers. Puisque pour ce qui concerne les vacanciers, le décret les protège déjà, et ils ont déjà une réponse par rapport à ça, puisque c'est inscrit dans nos normes. Et par ailleurs, la loi sera promulguée, si on le décide de la voter, potentiellement au début du mois d'août, donc elle sera finalement rendue inutile pour tous ceux qui seront déjà partis en vacances ou qui seront sur le retour. Ensuite, sur la question de la règle qui est posée au niveau européen. Sur cette question, on a bien un maximum qui est un maximum et qui dépend de nos connaissances scientifiques. C'est ce que vous a dit, monsieur le ministre. Ce maximum, il peut être adapté en fonction de quelle est la viralité des variants. Et on a bien vu qu'il y avait certains variants qui étaient beaucoup plus viraux que d'autres. C'était quand on a eu la crise d'Omicron l'été dernier, on a eu quelque chose qui s'est répandu extrêmement vite, avec des contaminations qui ont explosé dans des proportions qu'on n'avait jamais connues jusqu'à présent. Et donc cette capacité à avoir un outil réglementaire qui module en fonction de ce qu'on a besoin, c'est certainement plus adapté à la crise qu'on connaît qu'une inscription dans la loi. Et c'est la raison pour laquelle il y a une opposition plutôt de principe pour des raisons d'opérationnalité de gestion de la crise sanitaire. Mais je crois qu'on voit bien qu'il y a à la fois effectivement des données qui appellent une certaine souplesse d'un point de vue scientifique, mais il y a en même temps la vie quotidienne de nos concitoyens qui ont besoin d'avoir aussi un peu de lisibilité. Et c'est là où nous sommes là pour aussi dire les choses. Vous ne pouvez pas uniquement vous retrancher derrière des arguments scientifiques ou soi-disant scientifiques. Ces arguments scientifiques qui ont fait des funérailles où on limitait à 10 personnes durant des mois autour de celui qui était parti. Ces amendements scientifiques qui ont empêché d'aller voir nos anciens dans les EHPAD. Donc tout ça, ces questions, elles sont aussi humaines. Et il faut en tenir compte. Et encore une fois, vous ne pouvez pas être à géométrie variable et dire c'est nous qui décidons en fonction de la conjoncture. Il y a besoin d'avoir une lisibilité, c'est pour ça que nous maintenons nos amendements. Je mets donc aux voix les amendements 10 et 156 qui ont reçu un avis défavorable, gouvernement et commission. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Amendement faisant l'objet de sous-amendements. Amendement numéro 8, monsieur Breton. Oui, merci Madame la Présidente. Il s'agit effectivement d'indiquer expressément dans l'alinéa 1 de cet article 2 que ces mesures ne s'appliquent pas aux personnes qui justifient d'une contre-indication médicale, qui fassent obstacle à leur vaccination. Effectivement, ce sont des cas qui peuvent exister et il faut qu'on l'indique très clairement dans le texte de cette loi. Je vous remercie. Merci. Pour le sous-amendement 189, Madame Ménard. Oui, merci Madame la Présidente. Une toute petite précision pour indiquer que la contre-indication provient du médecin généraliste, puisque c'est celui qui est le plus à même, en général, de juger de l'état de santé de ses patients. Je vous remercie. Présidente, il est en discussion commune, il a le même objet. Nous avons tous été confrontés dans nos circonscriptions à des gens qui, avec leur médecin, estimaient devoir relever d'une situation particulière et exclus d'un certain nombre de mesures générales. Chaque cas est un cas particulier. Chaque patient est dans une situation particulière
Vous en êtes convaincu, j'imagine, Monsieur le Ministre, vu vos origines professionnelles. Donc nous considérons que dans ces cas très établis par les médecins traitants, eh bien, il puisse y avoir des dérogations. Votre amendement, chers collègues, est entièrement satisfait par le décret prévu au J du grand 2 de l'article 1 de la loi du 31 mai 2021. De la loi du 31 mai 2021, rendu applicable par l'alinéa 2. Merci. Avis défavorable. Vos amendements visent à exempter les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination de présenter un passe-frontière. Toutefois, dans la continuité de la loi du 31 mai 2021, les personnes justifiant de contre-indication médicale n'ont pas vocation à être exemptées de ce passe. Elles sont susceptibles, bien entendu, d'être porteuses de la Covid-19 et pour freiner l'arrivée d'un nouveau variant ou la circulation du virus, doivent être astreintes, comme les autres voyageurs, à justifier de l'absence de contamination à leur arrivée sur le territoire national par un test pour lequel il n'y a pas de contre-indication. Pour cet avis défavorable. Monsieur le ministre, vous faites référence au texte réglementaire. Effectivement, aujourd'hui, c'est un décret qui régit le périmètre des contre-indications. Or, comme l'a indiqué fort pertinemment notre collègue Le Fur, nous avons aujourd'hui des situations où, en réalité, dans nos circonscriptions, des concitoyens se trouvent dans des situations où les médecins leur disent qu'ils relèvent de contre-indications, mais qu'en réalité, ces contre-indications ne sont pas couvertes par le champ du décret. Et donc, il serait là aussi pertinent que vous nous expliquiez pourquoi le champ actuel du décret qui régit les contre-indications est aussi restrictif, parce que beaucoup de médecins s'en plaignent. Amendement numéro 177, pour lequel je rappelle, il y a une demande de scrutin public. Monsieur le ministre, les 2 dernières années de pandémie nous permettent de mesurer les conséquences qu'a pu avoir la mise en place de barrières à l'entrée sur le territoire national sur les Français établis hors de France. Comme vous le savez, des milliers de nos concitoyens se sont retrouvés des mois durant séparés de leur famille. Des milliers de nos concitoyens se sont vus refuser des mois durant l'embarquement pour rejoindre leur pays. Les associations des Français établis hors de France se sont vues contraintes de faire appel au Conseil d'État pour obtenir la levée de certaines des mesures excessives prises à leur encontre. Aujourd'hui, instruits, comme je le rappelais, de 2 années de pandémie, nous voyons bien que l'instauration à nouveau de barrières à l'entrée sur le territoire national des Français établis à l'étranger porterait une atteinte disproportionnée au droit fondamental qu'a tout Français d'accéder au territoire national. Beaucoup de nos compatriotes résidant à l'étranger sont en effet toujours dans l'incapacité matérielle ou financière de se faire dépister ou vacciner, et une telle obligation rendrait impossible leur accès au territoire national. Le présent amendement vise donc à préserver simplement ce droit fondamental, quelle que soit l'évolution de la réglementation à venir, sachant qu'une fois sur le territoire national, les Français établis hors de France seraient soumis aux mêmes règles que l'ensemble des Français. Merci. J'entends qu'il y a peut-être encore des Français coincés à l'étranger par difficulté d'accès à des tests ou difficulté d'accès à des vaccins. C'est un problème réel d'organisation pratique. C'est pourquoi je m'engage, pour tous ces concitoyens, à leur trouver une solution pour qu'ils puissent rejoindre le territoire national. Pour cet avis défavorable. Nouvelle mandature, même mauvaise habitude. Le premier texte, nous allons terminer de l'étudier à je ne sais pas quelle heure. Alors c'est un texte qui intéresse de nombreux Français qui suivent nos débats sur les réseaux sociaux, etc. Mais vous avez vraiment un problème avec la démocratie. Donc vous faites travailler l'Assemblée à marche forcée et voilà la présidente qui nous demande de réduire nos temps de parole parce qu'il faut aller vite, parce qu'il faut terminer vite. Eh bien non, ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Si on veut réellement que la loi soit acceptée par nos concitoyens, il faut qu'ils sachent qu'elle a été réalisée et construite dans de bonnes conditions. Comment voulez-vous co-construire? Comment voulez-vous construire un compromis en allant à marche forcée? Tout cela est inacceptable. Madame la rapporteure, oui, on est tous au courant que c'est du réglementaire. Mais vraiment, hein, on le sait. Juste, à un moment donné, si on veut parler du sujet, c'est le seul moyen qu'on a en déposant ce type d'amendement. Et ce qu'on aimerait ce soir, c'est que le ministre dise « Oui, les tests dans ce pays
seront gratuits, quel que soit le cas de figure. C'est ça qui est attendu avec le dépôt de cet amendement. Parce qu'on est dans un cas de figure où des gens ont respecté les consignes que vous aviez données, de faire la première dose, la deuxième dose, le truc de rappel, le machin, le bidule, le chouette, et qui là ont passé les 6 mois du schéma vaccinal complet, alors qu'ils sont de bonne foi, parce qu'ils n'ont pas plus de 60 ans, qu'ils n'ont pas fait la 4e dose de rappel, etc., et qu'ils l'ont fait en temps et en heure début décembre, et qui vont se retrouver à devoir circuler avec un pass et à devoir payer, alors qu'ils ont tout bien fait, parce qu'ils ne seront pas dans les cas de figure qui ont été énumérés la dernière fois par le collègue Balanant. Et ça c'est inadmissible. Déjà, c'est inadmissible que les tests ne soient pas gratuits, mais en plus, pour ceux que vous avez bien emmerdés et qui ont respecté les consignes, bon, ça va, quoi. Faites un effort. Faites un effort. Cet amendement tend à instaurer la gratuité des tests virologiques. Le gouvernement partage votre souci d'un accès effectif au dépistage. C'est pourquoi il a été prévu un très grand nombre de situations où ce dépistage est gratuit. La prise en charge par l'assurance maladie des tests Covid est aujourd'hui en effet déjà largement assurée, notamment pour tous les mineurs, tous les vaccinés, pour tous les cas contacts à risque reconnus, pour toutes les personnes présentant des symptômes de la Covid sur prescription médicale, ainsi que jusqu'à la fin de l'été pour toute la population aux Antilles en Guyane. Il n'apparaît pas nécessaire ni proportionné de rigidifier les règles applicables en imposant au niveau de la loi un tel principe général de gratuité, comme cela a été proposé dans d'autres amendements, ni même au niveau d'un décret en Conseil d'État qui n'offre pas les mêmes garanties de réactivité que la réglementation en vigueur. La question de la gratuité des tests pourra en outre être abordée dans le cadre du rapport d'évaluation prévu à l'article 4, adopté à votre initiative. Je vous invite en conséquence à retirer également cet amendement, faute de quoi j'émettrai un avis défavorable. Du coup, tant qu'on y est sur les critères, c'est à partir de combien de doses qu'on est à jour de son vaccin, monsieur le ministre, pour avoir le test gratuit? Vous avez dit qu'il faut être vacciné, mais du coup, 1 dose, 2 doses, 3 doses, à jour, 4, moins de 6 mois, plus de 6 mois. C'est quoi la règle? On n'a jamais eu de réponse à cette question simple. Quelle est la règle pour avoir un test gratuit? Voilà. Pas compliqué quand même. Un schéma vaccinal complet. Quand on voit l'ampleur des débats et la complexité du système, on s'aperçoit que cette séance est totalement surréaliste. Et vous vous apprêtez à voter cet article 2, peut-être, j'espère qu'il ne sera pas voté, alors qu'il n'apporte aucune protection. Parce que le vaccin n'empêche pas la transmission. C'est ça la réalité. Et quand le ministre parle du schéma vaccinal complet, cela veut bien dire qu'on maintient la corde au cou des Français, on maintient une laisse, certes elle est un peu plus lâche, mais l'objectif c'est toujours de fourguer vos millions de doses de vaccins, alors même que ce n'est plus une protection collective, que cela devrait être de la liberté vaccinale en fonction de chaque individu et parallèlement de prendre des mesures pour soigner les gens malades. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix l'article 2 pour 195 contre 219. L'article 2 est rejeté. Nous passons à l'article 3. Ce qu'il manque, c'est une stratégie globale de prise en compte de cette crise sanitaire et d'autres, sans aucun doute, qui malheureusement risquent d'arriver, ou même pour certaines qui pointent leur nez. Et pour cela, il faut avoir une vraie stratégie à l'égard de l'hôpital public, non pas pour le rabougrir, mais pour lui permettre de rayonner sur l'ensemble du territoire et garantir à chacun et chacune une garantie d'accès. Avoir bien sûr une logique de réintégration des personnels qui ont été exclus pour non-vaccination, avoir aussi bien sûr une stratégie pour faire en sorte que tous ceux qui ont quitté l'hôpital public et donc le service public que sans doute ils avaient au cœur puissent effectivement y revenir, et nous n'insisterons jamais suffisamment, la gratuité des tests. Bref, nous attendons une stratégie sanitaire et non pas une logique sécuritaire. Merci. Nous parlons de loi, nous parlons de cadre juridique, nous parlons d'évaluation. Alors je me permets d'intervenir à ce stade du débat pour me faire le porte-parole de centaines de familles qui, dans les Outre-mer, pâtissent considérablement de la mise en œuvre d'une loi, de la loi du 5 août 2021.
l'obligation vaccinale des personnels des établissements de santé et les libéraux, sanctionnés par une brutale suspension des non-vaccinés, a non seulement catalysé la colère et embrasé les îles-sœurs de Guadeloupe et de Martinique, mais fait ainsi aujourd'hui peser le risque grave pour la continuité des soins, faute de soignants. En Guadeloupe, cette obligation vaccinale a eu pour conséquence directe la suspension immédiate de 1500 professionnels. Cette situation fait véritablement craindre le spectre d'une embolisation rapide de l'offre de soins, faute de personnel toujours en nombre suffisant. En commission, comme pour l'examen en séance, j'ai donc déposé des amendements pour la réintégration rapide de ces personnels, amendements qui ont été tous rejetés. Alors même que le président de la République s'était montré favorable le 7 juin dernier à la fin de l'obligation vaccinale, je peine à comprendre cette volte-face. C'est vrai, nous étions en élection, en pleine élection. Monsieur le ministre, je m'adresse à vous, car vous évaluez et je voudrais bien évaluer votre position. Afin évaluer votre position afin d'éviter d'accentuer la crise structurelle que traversent les établissements de soins dans les Outre-mer. Je vous adjure d'évaluer, de mesurer l'urgence de la situation, les conséquences humaines et sanitaires de ces suspensions et d'ouvrir la voie à une réintégration de ces personnels injustement sacrifiés et qui, de plus, ont servi avec abnégation durant toute la première vague. Merci. Monsieur le ministre, quand je lis attentivement cet article 3, je m'interroge. Est-ce simplement la préparation d'un nouvel état d'urgence, cette fois-ci permanent, dissimulé derrière tout simplement une nouvelle loi, comme si vous n'aviez pas eu le temps d'anticiper la suite et que vous souhaitiez finalement que cette loi que vous voulez nous faire voter, dont heureusement l'article 2 a disparu, soit un élément transitoire. Parce que ce dont ont besoin les Français, c'est davantage une évaluation de votre politique sanitaire, notamment vis-à-vis du Covid, vis-à-vis des soins. Pourquoi notre hôpital est en délabrement? Pourquoi vous avez supprimé 17 300 lits pendant un quinquennat? Et pourquoi les ARS continuent à avoir des projets de fusion d'établissements avec diminution de lits? Pourquoi vous ne réintégrez pas les soignants? Le ministre a trouvé une position de repli très ambiguë, alors que l'urgence voudrait que maintenant, tout de suite, devant la représentation nationale, ils reconnaissent que ces soignants exclus, méprisés, non indemnisés, qui vivent dans la misère, souvent au RSA, puissent reprendre le travail au service de nos concitoyens. Pourquoi pas d'évaluation non plus de la stratégie vaccinale? Car c'est un peu facile de caricaturer comme anti-vax toutes les personnes qui veulent simplement une analyse approfondie des nombreuses études qui existent sur les effets indésirables, notamment sur les jeunes, qui ne risquent quasiment pas grand-chose du Covid, à l'exception que certains jeunes en comorbidité ou avec des pathologies différentes. Donc, comment se fait-il que 2 ans et demi après le début de la crise Covid, on soit toujours dans ce même dialogue de sourds? Comment se fait-il que les ministres se succèdent et répètent toujours les mêmes argumentaires sans se poser la question de savoir s'il ne serait pas plus utile de soigner les gens malades, de prévenir les gens fragiles plutôt que de vouloir protéger contre leur gré un peuple qui n'en peut plus de vos fausses mesures sanitaires qui ne visent simplement qu'à le contrôler, l'encadrer, l'empêcher de vivre. Il est temps de conclure. Merci. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, nous avons demandé dès la commission des lois de poser un cadre de ce comité des scientifiques qui aura pour tâche non seulement de conseiller, de délibérer de façon collégiale et contradictoire, mais également de dialoguer avec le Parlement. À ce titre-là, mon collègue Philippe Gosselin et également au nom de mon groupe, nous avons présenté 2 amendements qui ont été adoptés pour 2 rapports qui permettent d'éclairer. Donc cet amendement ici permet de, par fusionner ces 2 rapports adoptés donc en commission des lois, prévoir clairement que le gouvernement proposera des pistes justement d'un régime juridique nouveau
qui permettent de faire face aux éventuelles futures crises sanitaires dans un cadre démocratique qui associe le Parlement tout en intégrant aussi la voix des scientifiques. Nous avons besoin de cette expertise et inscrire aussi dans la loi l'obligation, bien sûr, d'organiser un débat en commission permanente ou en séance dans un délai de 30 jours à compter donc de son dépôt. Voilà un petit peu l'esprit de cet amendement qui, sur le principe, il a été voté à travers 2 amendements en commission des lois. Aujourd'hui, il s'agit de fusionner ces deux rapports en un seul. Madame Karamanli, chers collègues, nous avons tout au long de ces séances eu des interruptions pour parfois discuter ensemble d'amendements. Nous l'avons fait en commission également. Nous apprenons ensemble à travailler différemment. Et cet amendement, je l'accepte aussi parce qu'effectivement, il réécrit de façon très à propos ce que nous avions décidé en commission. Encore faudra-t-il que nous ayons un texte à la fin de la soirée. Avis favorable. Je mets aux voix l'article 3. Qui est pour? Qui est contre? L'article 3 est adopté. Cet article 4 a créé, par un amendement de la Commission des lois, un rapport pour évaluer les conséquences des décisions du gouvernement et des différentes mesures. Je pense que cet article 4 va tomber en cohérence avec l'adoption de l'amendement de Madame Karamanli. Donc je voudrais aussi qu'on puisse évoquer dans ce rapport la question que vous avez refusé, Monsieur le Ministre, d'aborder à plusieurs reprises sur la vaccination obligatoire des soignants et d'autres personnels et sur votre refus de les réintégrer alors que nous en aurions besoin. Je veux souligner la nécessité de réintroduire ce débat. Si nous en sommes là ce soir, s'il y a ce débat, s'il y a ces mesures, naturellement parce qu'il y a la crise sanitaire, mais c'est aussi parce que notre système de santé est en train de s'effondrer et que l'hôpital public est en train de s'effondrer. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé hier soir à Nice, dans le service des urgences qui a été fermé dans la 5e ville de France pendant plusieurs heures, faute de soignants, faute de capacité à prendre en charge les personnes. Donc, Monsieur le Ministre, dans ce rapport et au-delà de ce rapport, nous attendons une prise en compte majeure pour rétablir la dignité de l'hôpital public, son efficacité et la considération que l'on doit à ses soignants. Nous sommes satisfaits de voir enfin le gouvernement rendre des comptes au Parlement. Peut-être que les dernières élections l'y ont un peu poussé. Nous regrettons cependant qu'il ait fallu attendre 3 ans sans débat sur la stratégie gouvernementale. 3 ans de décision en comité restreint, en conseil de défense, sans l'aval de la représentation nationale. Cet état de fait ne peut plus durer et l'Assemblée nationale doit retrouver son rôle de législateur dans notre société. Elle doit surtout retrouver son pouvoir de contrôle de l'action de l'État. Cet article 4 impose au gouvernement la présentation d'un rapport détaillé concernant les mesures prises au niveau sanitaire pour contrôler l'épidémie de la Covid-19 au bout de 3 mois à compter de sa promulgation. Comptez sur nous pour être les maîtres des horloges et vous le rappeler. Pour autant, et même si nous trouvons que cet article va dans le bon sens, l'alinéa 2 n'est pas assez explicite pour nous. Il nous propose ainsi de discuter de ce rapport détaillé, mais de manière facultative, en séance ou en commission. Nous regrettons d'ailleurs que les amendements imposant un débat en commission ou en séance publique aient été déclarés irrecevables. Vous savez, en tant qu'écologistes, nous sommes très attachés à la transparence de l'action publique. C'est pourquoi nous savons faire contre mauvaise fortune bon cœur. Nous voterons ainsi cet article 4 qui va dans le sens de l'évaluation nécessaire des politiques de santé publique. Merci. Monsieur le ministre, cet article 4 est le bienvenu. Mais sincèrement, mes chers collègues, n'aurait-il pas fallu d'abord évaluer la politique menée depuis 2 ans avant de proposer un projet de loi? On a l'impression qu'on met les choses à l'envers. Est-ce qu'il ne serait pas plus utile d'évaluer la politique menée depuis 2 ans, de savoir où on en est précisément, avant de revoter une loi incomplète, insuffisante, qui a des trous considérables dans la raquette sur les défis qui sont ceux de notre système hospitalier, de la fameuse réintégration des soignants, de la gratuité des tests, de la capacité à rémunérer correctement les soignants pour les attirer, bref, de l'ensemble des choses. Et puis, dernier point, sur cet article 4, j'avais proposé un amendement qui m'a été refusé, en disant qu'il n'avait pas de lien avec le texte. Alors j'en suis très surpris,
parce que mon amendement reprenait une conclusion du rapport d'étape du Sénat du 9 juin, de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur les effets indésirables des vaccins contre la Covid-19 et le système de pharmacovigilance français. Je vous invite, mes chers collègues, à lire ce rapport du 9 juin, de rapport d'étape, qui a été rédigé à partir d'auditions publiques, notamment celle du 8 mai, qui a été rédigé à partir des statistiques de la NSM, donc des affaires sérieuses qui ne visent pas à rejeter le vaccin par essence, qui visent simplement à voir le bénéfice-risque par catégorie d'âge. Nous pourrions aussi avoir les statistiques de mortalité, de surmortalité, de mortalité par catégorie d'âge et selon le statut vaccinal, qui sont toujours refusés, notamment au professeur Toubiana qui les demande. Donc, en un mot, comment peut-on refuser d'avoir une analyse la plus objective possible sur les effets des vaccins à partir des analyses de l'Union européenne, du Sénat américain, du Sénat de notre pays, et refuser cela, et simplement laisser dans le texte de l'article 4 une phrase extraordinaire qui parle de l'adhésion de la population à la vaccination contre la Covid-19. Mais comment peut-il y avoir adhésion quand on cache les effets indésirables ? Chers collègues, Madame la Présidente, merci. Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Président. C'est le premier texte qui est voté dans cette législature, dans cet hémicycle ce soir, après des débats longs, fastidieux, instructifs aussi sur la réalité des équilibres politiques et des forces dans cet hémicycle. Tout ne s'est pas forcément déroulé comme prévu, pour certains comme espéré, pour d'autres mieux qu'espéré. Mais l'apprentissage, c'est que ce soir, nous avons un constat de la réalité des forces politiques présentes dans l'hémicycle et de la réalité de la méthode que nous devrons adopter à l'avenir pour travailler les textes. Parce que ce texte est un premier texte qui vient dans l'urgence faite par les dates précédemment créées par le législateur, l'urgence faite aussi par l'absence de travail du gouvernement dans la période qui nous a séparés des élections législatives et le fait que nous ayons néanmoins découvert ce texte seulement quelques heures avant de pouvoir commencer à travailler en commission. C'est sûrement là que se trouve pour nous les Républicains la plus forte erreur de méthode, c'est de n'avoir pas pu travailler en amont de la présentation et de la discussion du texte à l'Assemblée nationale, le fond des propositions. Je ne parle pas de la forme, dont le travail est celui de la navette parlementaire, mais bien du fond et de la recevabilité. Alors le principal point pour nous qui achoppe dans ce texte est évidemment le silence et l'absence sur la question de la réintégration des soignants non vaccinés. C'est le sujet central qui préoccupe les Français parce que c'est celui qui doit permettre de tenir un système hospitalier à bout de bras durant cette suite de crises qu'est cette crise de l'hôpital qui va exploser en plein été et qui pourtant n'a pas été abordée et n'a pas été débattue. C'est notre principal regret, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas souhaité vous donner jusque-là un blanc-seing sur ce texte et nous n'avons pas souhaité voter le dispositif qui était contenu dans l'article 2. Pour autant, nous allons relever un certain nombre d'avancées que nous avons pu obtenir par le dialogue et la discussion avec vous. La première, c'était l'écartement dès le départ de toutes les mesures qui voudraient contraindre les Français sur le territoire national, dans leur vie quotidienne, pour aller au restaurant, pour prendre un transport. Toutes ces mesures, nous avons dès le départ indiqué que nous ne souhaitions pas les voir. Elles n'ont pas été présentes dans le texte. C'est un élément qui nous semble important. À l'étape de la commission, avec Philippe Gosselin, et sur la base d'un amendement rédigé par Dino Cinieri, nous avons pu mieux organiser la logique calendaire. Et ça nous semble important de rentrer dans des logiques calendaires compréhensibles de tous. 6 mois pour la durée de validité du texte, avec un point d'étape à 3 mois. Tout ça a été reconduit ce soir, ça nous semble important. Et enfin, à l'étape de la séance, des avancées ont été actés par notre hémicycle, même si l'article n'a pas été adopté. La question de la façon dont nous devons traiter les Outre-mer et associer les élus locaux, ça nous semble important. Et la nécessité de repréciser que le pass aux frontières
est une alternance entre les différents outils, que ce soit le vaccin, le test PCR ou le certificat de rétablissement, mais que ça ne peut pas être un cumul. Voilà les avancées que nous avons obtenues ce soir avec notre mobilisation du groupe Les Républicains, mais il reste ce vide sur la position des soignants. Le dispositif le plus discutable ayant été écarté, la nécessité que nous partageons de conserver le système de transmission dans le temps des données en cas de nouveaux rebonds étant présente, nous voterons ce texte, en tout cas ce qu'il en reste. Merci. Il s'est passé plusieurs choses ce soir qui sont particulièrement intéressantes et qui signifient qu'il s'agit probablement du premier jour du reste de ce nouveau mandat, du premier jour du reste de mauvaises pratiques parlementaires. Oui, il s'est passé plusieurs choses et nous avons fait avancer, nous, députés du Rassemblement national, la liberté, l'égalité et la fraternité. Et nous l'avons fait très concrètement. Contre l'avis du gouvernement, nous avons adopté un amendement qui indique qu'un seul document, une attestation ou un test négatif suffit pour les déplacements extra-hexagonaux. Nous avons fait avancer la liberté. Grâce à l'amendement de notre collègue et camarade Marie-France Lorrault, le pass sanitaire ne concernera plus les mineurs. Nous avons fait avancer la liberté, l'égalité et la fraternité. Ces modifications substantielles font qu'effectivement, ce texte, en sortie de débat, ne ressemble plus vraiment à grand-chose, il faut bien le dire, ne ressemble plus en tous les cas à ce que vous nous aviez proposé, et tant mieux. Il fallait aller plus loin, évidemment, et notamment la réintégration des soignants. C'est un combat que nous portons depuis si longtemps, depuis que vous les avez interdits d'exercer. Nous reviendrons, évidemment, dès que possible, partout, tout le temps, pour la réintégration des soignants. Et puis nous avons fait avancer, je le crois, des pratiques parlementaires qui, il faut bien le dire, étaient celles d'un autre âge. Nous avons fait tout simplement respecter l'opposition. Dorénavant, la majorité va devoir écouter, elle n'y était pas habituée, va devoir composer, va devoir respecter, ou sinon elle devra revoir sans arrêt sa copie de façon, il faut bien le dire, un peu piteuse. On est loin de l'arrogance que nous avons connue il y a 5 ans, il faut bien le dire. Alors oui, une opposition qui est déterminée, mais une opposition qui est constructive, telle que l'a proposée Marine Le Pen, telle que les députés du Rassemblement national la représentent ici, ça a du sens. Oui, ça a du sens. Et comme le dit Marine Le Pen, lorsque le peuple vote, le peuple gagne. Vient donc le moment de l'expression de nos votes et de notre vote sur ce projet de loi, maintenant progressivement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la Covid. Enfin, ce qu'il en reste. Mais je vais y revenir dans un instant. Avant cela, je veux dire que l'instruction de cette loi sera entachée d'une façon irrémédiable par l'acte autoritaire, unilatéral, qui a été posé par la présidente de l'Assemblée nationale quand celle-ci a décidé de ne pas prendre en compte, de refuser, de s'opposer à la décision prise par le président de la Commission des finances qui souhaitait que soit instruite la possibilité pour les soignants et les personnels qui ont été suspendus parce qu'ils n'étaient pas vaccinés de pouvoir être réintégrés. Non seulement c'est un abus de pouvoir inédit, un abus de pouvoir, et c'est totalement absurde et non pertinent. En effet, disqualifier cet amendement au motif qu'il était une charge, ou alors ça vaut comme un aveu d'une absence de rigueur dans la construction du budget de l'État. Bref, vous m'avez compris, cela n'était en rien une charge, puisqu'évidemment, les traitements et salaires de ces personnes étaient prévus. Il s'agissait simplement d'une forme d'artifice, d'une forme de façon de faire, pour ne pas avoir ce débat et de l'étouffer, afin que l'Assemblée nationale et donc la représentation nationale, la voix du peuple, ne puissent pas se saisir de ce sujet
dans un contexte où nous manquons cruellement de moyens humains, dans un contexte où nous ne cessons de l'entendre, la démocratie demande dialogue, si possible, naturellement argumenté. Cela est d'autant plus troublant, d'autant plus méprisant peut-être, à l'égard de ces personnes que ceux-ci ont été amenés, invités, imposés même parfois, devoir aller travailler alors qu'ils avaient effectivement la Covid, alors qu'effectivement ils étaient malades et emballés dans des sacs poubelles. On peut être vacciné et être positif. Pour le savoir, il suffit de se tester. Et c'est cela, évidemment, qu'il aurait fallu mettre en œuvre. Mais lorsque l'on est vacciné et que l'on est positif, alors à coup sûr, on est contagieux. Cette affaire est tout à fait absurde. Dans la même veine antidémocratique, vous n'avez pas voulu entendre qu'il n'était pas souhaitable, acceptable que des données sensibles, personnelles, puissent être partagées auprès d'autant de personnes à tel point que le secret médical lui-même était mis à mal. Pourtant, cela relève bien du droit dû à chaque personne. Mais pour autant, cela ne suffisait pas. Il y avait cette fameuse affaire de l'article 2. L'article 2 visait, ni plus ni moins, à permettre au ministre de la Santé et de la Prévention de prendre la main seul et de prendre des décisions liberticides, en particulier en matière de possibilité de déplacement. Il nous était au fond demandé de nous défaire de notre propre pouvoir que nous ne tenons pas de nous-mêmes, mais que nous tenons du peuple. Cela n'a pas marché. Cela n'a pas marché. Malgré une instruction erratique, parfois accélérée, parfois ralentie, malgré des arguments à la carte, cela n'a pas marché. Nous ne sommes pas d'accord. Nous légiférons envers et contre tout, je dirais même quoi qu'il en coûte. Et c'est bien pour cette raison-là que l'article 2 est tombé. C'est bien au nom de la démocratie, du respect du rôle de chacun dans cette République parfois mise à mal que celui-ci est tombé. Il en sera de même d'ailleurs, et vous nous trouverez toujours sur votre chemin en ce qui concerne la mise sous protection des mineurs et pas seulement... Pardon ? De quoi parlez-vous, monsieur ? Je demande un rappel au règlement si c'est possible pour ce monsieur. Traitons des sujets que nous traitons ici. Ça vous gêne que je parle de posture antidémocratique ? Ça vous gêne que je dise que dans cette loi était inscrit le principe de nous défaire de notre propre pouvoir ? Ça vous gêne ? Mais pourtant, monsieur, il faut l'assumer, c'était écrit noir sur blanc dans cette belle langue française à laquelle nous faisions allusion tout à l'heure. Chers collègues, il est temps de conclure. Vous nous trouverez sur votre chemin. Restera évidemment ce grand absent qui est la question de la stratégie. Je vous remercie. Une vraie stratégie qui puisse être partagée pour lutter contre la Covid. Alors, nous voterons contre. Dès le début de l'examen de ce texte en commission, avec les collègues du groupe GDR, mais aussi avec l'ensemble des collègues de la NUPS, nous avons dit aux collègues de Renaissance qu'on ne pouvait plus fonctionner comme avant, qu'ils ne pouvaient plus fonctionner comme avant. Nous vous avons dit que cette nouvelle Assemblée ne pouvait plus être la chambre d'enregistrement que vous avez construit patiemment lors de la précédente législature. Tout ça, c'est fini. Et c'est bien ce que nous avons vu ce soir avec l'examen de ce texte en séance. Nous vous avons dit également combien, après 2 ans et demi de crise sanitaire, 2 ans et demi de gestion par vous de cette crise sanitaire, après de trop nombreux morts dans notre pays, après des modifications importantes de nos modes de vie, de nos relations, il était l'heure du bilan de votre gestion. Et vous avez refusé de faire le bilan de cette gestion. J'en dis quelques mots de cette gestion de la crise. Par vos soins, elle a été profondément centralisée, autoritaire, liberticide,
cadenassé, elle a enchaîné les régimes d'état d'urgence, les dispositifs exorbitants, et elle a tenté de banaliser en permanence les mesures exceptionnelles. Nous vous avons proposé d'en discuter. Mais vous avez préféré refuser le débat, refuser le bilan et refuser d'interroger ce qui pourrait nous permettre de bifurquer et d'aborder d'une autre manière cette crise sanitaire. Vous avez refusé d'abord au travers du débat, mais aussi refusé d'aborder avec la présidente de l'Assemblée nationale qui a décidé de passer outre les recommandations et les décisions du président de la Commission des finances, de refuser à peu près tout ce qui permettait de faire des propositions pour affronter la crise de notre hôpital public, crise dont vous êtes largement responsable. Vous avez refusé d'aborder la question des tests gratuits, vous avez refusé d'aborder la question de la réintégration des soignants, vous avez refusé d'aborder la question du traitement qui a été accordé pendant ces 2 ans et demi et qui est un traitement profondément dégradant pour nos collègues, mais surtout pour les habitants et habitantes des Outre-mer. Tout ça, vous l'avez refusé et voyez donc ce qui se passe ce soir. Oui, cette chambre d'enregistrement que vous désiriez, cette assemblée de Playmobil qui ne répond qu'aux injonctions de l'exécutif, eh bien, elle est finie. Elle est finie. Nous ne sommes pas là pour valider le programme d'Emmanuel Macron. Nous avons même été élus pour s'y opposer résolument. Comme nous avons été élus pour faire des propositions pour la sauvegarde et la promotion de nos services publics, et ce que nous avons fait dans ce texte et ce que nous continuerons à faire au fil des mois. Nous avons aussi des propositions pour une gestion qui met en avant la prévention plutôt que la punition de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Nous avons fait et nous continuerons de faire des propositions sur la planification plutôt que la débrouille. C'était le sens de nos amendements qui ont été jugés irrecevables pour préparer la rentrée scolaire qui s'annonce catastrophique sur bien des aspects. Vous avez refusé toutes ces discussions et regardez ce qui reste de votre texte. Vous en êtes les responsables et vous en êtes comptables devant les citoyens et les citoyennes qui attendaient non seulement des réponses, mais aussi un bilan de votre part. Et c'est donc évidemment en cohérence avec ce que nous avons dit tout au long de l'examen de ce texte, mais aussi avec ce qui reste de ce texte, c'est-à-dire avec l'article 1 qui continue des mesures dérogatoires, des dispositifs d'exception, que nous voterons contre ce texte. Mais mes chers collègues, d'autres l'ont dit avant moi, habituez-vous. Habituez-vous à ce que le Parlement fonctionne comme ça. Habituez-vous à ce que nous allions jusqu'au bout de nos propositions. Habituez-vous, ça va se passer comme ça. Alors arrêtez avec les espèces d'éléments de langage qui racontent le compromis ou le bâtir ensemble. Vous n'avez qu'un seul but, continuer à faire en sorte de faire appliquer le programme d'Emmanuel Macron. Eh bien, ça va ne pas se passer comme ça. Donc ce soir, nous sommes le pouvoir législatif. Nous le sommes ensemble. C'est à la fois la difficulté, puisqu'il faut se mettre d'accord, et c'est parfois notre faiblesse, car nous sommes nombreux. Alors j'ai vu ce que certains tiraient la couverture à eux en disant « c'est nous, c'est nous ». Je dirais c'est une œuvre collective et il ne faudrait pas l'oublier. Et une œuvre collective et qui m'a fait bien plaisir de voir que finalement ce Parlement reprend son rôle, tout simplement, parce que durant les 5 dernières années, effectivement, nous avons plutôt été une chambre d'enregistrement. Pas toujours, mais nous l'avons été. Et un certain nombre de lois d'exception ont été votées. Et comme j'étais dans la commission des lois, vous avez les états d'urgence sanitaires. Je ne sais pas combien de lois ont été votées. Et ce soir, l'exécutif nous proposait une loi qui finalement était quand même beaucoup plus légère que celle que nous avons, pas moi parce que je n'aime pas voter ces lois-là, mais je pense à la loi du pass sanitaire en juillet 2021 ou le pass vaccinal en janvier 2022. Passe vaccinal dont on savait à peu près que la vaccination en fait ne protégeait que titre individuel et ne protégeait pas collectivement, on le savait déjà à ce moment-là, et qu'il était inutile de forcer finalement les gens qui ne voulaient pas se faire vacciner
à être obligé de le faire. Et non. Et c'est pour ça que j'avais d'ailleurs voté contre cette obligation vaccinale déguisée. Donc ce soir, on nous proposait une petite loi, c'est vrai, avec une limitation de déplacement d'une part, et avec la conservation des données. Alors, il y a eu une véritable discussion, effectivement, et avec des oppositions qui se sont fait jour et qui ont voté ensemble. Alors, moi, ça ne me choque pas particulièrement, parce que finalement, c'est le rôle du Parlement que de trouver des majorités qui sont parfois des majorités sur des amendements, sur des articles. Finalement, c'est aussi la noblesse de la démocratie que de fonctionner ainsi. Et moi, ça ne me choque pas. Alors, il nous reste quelques éléments quand même où nous n'avons pas eu de réponse suffisante. Et je pense que s'il y avait eu une réponse claire sur la réintégration des soignants, je pense que ça aurait amené plus de monde à voter pour cette loi. Parce que c'est vraiment un des éléments qui pose problème. Donc, en ce qui nous concerne, vous savez que chez nous, il y a la liberté de vote. Donc chacun fera ce qu'il veut en conscience. Certains voteront contre cette loi, d'autres voteront pour, certainement. Mais je me réjouis quand même de cette discussion qui a vraiment été au bout et où finalement ce ne sont pas les technocrates des ministères qui ont imposé leur vue à une assemblée qui finalement leur donnait raison. Voilà, je vous remercie et sachons être un contre-pouvoir vis-à-vis du pouvoir exécutif. C'est tout simplement en revenir à la philosophie des Lumières. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Pour 221, contre 187. Le projet de loi est adopté. Monsieur le ministre, vous souhaitez la parole? Je vous ai entendu et je prends acte des discussions de ce soir. Ma seule boussole, je l'ai dit, c'est de préserver la santé des Français, de tous les Français. Nous sommes au début du processus législatif et inlassablement, je continuerai à essayer de vous convaincre de la pertinence et de la justesse de l'article 2.